un peu plus de 15 ans, et donc je voulais remercier Albert Gellet, Carla Abouchaya, Lionel, Hakim et Xavier Martin. Et je vais commencer pour vous réveiller encore par un cas clinique finalement très simple de Eric, 60 ans, qui avait quasiment aucun antécédent à part une vieille chirurgie pour une tumeur carcinoïde iléosécale en 2011. Il fait tout simplement une crise de colique néphrétique simple en mai 2019. Il est pris en charge par un collègue urologue pour un calcul de la jonction tout simple de densité calcique infracentimétrique. On lui fait, après une récidive douloureuse, une urétéroscopie souple et on laisse en place, comme très souvent, une sonde double J. Tout le monde est content, il est stone free en fin de procédure, on enlève la sonde double J et à 3 mois, il présente une récidive douloureuse de type colique néphrétique. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, la question est tellement simple que je vais vous faire la réponse. On lui fait comme souvent une imagerie. Là, on lui avait fait un uroscanner qui retrouve une urétérohydronéphrose sans fistule, sans obstacle lithiasique. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas demander à Nadia Abid ce qu'on va faire, mais on lui a posé une sonde de double J. Et malheureusement, dans les suites, il a très mal toléré sa sonde double J. Et donc là, que faire avec Eric? Donc, on essaye de savoir qu'est-ce qui se passe, et donc on fait une opacification rétrograde, une UPR, et on se retrouve, j'ai que 2 images assez jolies, on retrouve une sténose multi-étagée, serrée à plusieurs endroits, sur toute la longueur de l'urtère. On lui fait un complément d'examen en lui faisant une scintigraphie d'MSA pour s'assurer que les reins avaient une répartition symétrique, ce qui était le cas. On lui remet, et c'était même moi-même qui lui ai mis une sonde silicone et puis une sonde de J-fil, et ça n'a malheureusement pas marché. Le patient ne tolérait pas bien du tout. Ces sondes étaient sous antalgique de palier 3, et donc il a été adressé du coup dans notre centre. Alors, probablement, ça c'est un chapitre très intéressant, c'est les lésions de l'urtère. Il y a plein de choses dans la littérature, plein de séries. La prise en charge, elle est parfois bien argumentée, bien stadifiée, bien protocolée, mais c'est souvent assez difficile de s'y retrouver. Il y a plein de solutions qui ont été décrites depuis des années et des années, des lambeaux vésicaux, des transurétérostomies, etc. Il y a même des choses très séduisantes qui sont publiées régulièrement ces dernières années avec une équipe de New York qui décrit la prise en charge de sténose, même parfois longue de l'urtère, avec des lambeaux de muqueuse buccale au robot, avec des très bons résultats. Et donc il y a plein de solutions pour plein de problèmes, mais ces solutions ne sont pas tout le temps faisables et réalisables, et donc les alternatives ou les traitements sont fonction de la sévérité des lésions, et on verra en fin de présentation qu'il est très important de faire un bon bilan de la lésion. Les néphrostomies ou les sondes J à demeure, c'est parfois des très bonnes solutions, c'est ce qui est souvent d'ailleurs réalisé, mais de temps en temps c'est pas possible. De temps en temps, c'est mal supporté, et comme souvent, et on le verra dans notre série, chez les patients notamment transplantés du rein, la sonde WJ a une grosse morbidité et des complications notamment infectieuses. Et parfois le patient, au bout de 9 ans, la médiane de prise, le délai entre le problème urologique et l'urétéroloplastie est de 9 ans en moyenne. Et donc parfois le patient a envie d'arrêter les changements itératifs de sonde WJ. Il y a des solutions qui ont été il y a longtemps décrites, la prothèse détour qui est une sorte de dérivation sous-cutanée prothétique, et des lambeaux ou des stents, mais qui marchent, mais qui ont un fort taux d'échec. Et donc, qu'est-ce que l'urétérohélioplastie? Vous voyez une belle photo d'une cystographie. C'est une technique en fait qui n'est pas du tout nouvelle, qui est historique, qui a été décrite avant même les années 50. Dans des papiers de l'époque qui étaient des belles revues, qui sont maintenant très célèbres, où tout le monde a dit que c'était des techniques, même si c'était des séries rétrospectives sur un petit nombre de patients, c'était des techniques tout à fait faisables et réalisables, malgré une morbidité
acceptable, comme dans le cas du sphincter artificiel chez la femme. La plus grosse série décrite a été publiée dans le BJU sur une très longue durée de suivi de 157 patients, avec seulement 6 patients qui avaient présenté des troubles métaboliques sévères, puisque vous savez que c'est une des choses, en tout cas en théorie, qui est à prendre en considération lorsqu'on fait une dérivation intestinale. La technique a été donc bien décrite dans la littérature et bien décrite notamment à l'affût et dans le site Urofrance, puisqu'il y a même une fiche info-patient mise à jour sur l'urétérohélioplastie. Et la technique opératoire, et je vais avoir la chance de faire venir à côté de moi Lionel pour décrire un peu la technique opératoire et les trucs et astuces que je peux faire. On peut tout faire avec une dérivation et avec un segment iléal. Je commence. La voie médiane, globalement, la voie d'abord, on a toujours fait une voie médiane ou pararectale, donc une voie ouverte. On verra l'essor de la chirurgie robotique pourra être peut-être une aide. Et ce qui est déterminant, et ce qui est probablement le plus difficile, ou en tout cas ce qui grève le pronostic, c'est le choix de l'anse intestinale. Et donc je vais peut-être le laisser parler. Ouais, alors en 2 mots, juste si vous voulez que je dise. Là, il y a le truc, c'est que quand vous êtes à gauche, vous n'avez pas de problème parce que à gauche, vous aurez une anse qui sera péristaltique et vous serez dans le bon sens. Mais vous avez une tentation, c'est de la prendre trop près de l'angle de traite et vous risquez d'être sur une anse jéjunale. Et si vous êtes sur une anse jéjunale, si elle fait plus de 15 ou 20 cm, vous risquez d'avoir un syndrome du conduit jéjunal et des troubles métaboliques secondaires. Donc méfiez-vous. Quand vous êtes à gauche, la tentation, c'est de prendre l'anse qui descend le mieux, mais allez voir quand même le plus loin possible pour prendre la première anse iléale, parce que vous aurez quand même moins de troubles métaboliques. Et à ce prix-là, les choses se passeront plutôt bien. Donc gauche, pas de difficulté particulière, si ce n'est qu'il faut bien aller sur l'iléon et prendre la première anse iléale. Droite, c'est un peu plus compliqué, parce que en fait, si vous prenez droite et que vous prenez comme ça tombe, en fait, elle va monter dans le sens antipéristaltique, puisqu'elle a tendance à remonter vers le bas-fond sécal. Et donc, l'idée, à ce moment-là, ça va être de tourner le méso. Alors ici, on voit pas très bien, je vais prendre la petite flèche, mais yes. Bref. On voit pas la petite flèche. Ouais, si, ça y est. Donc ma petite flèche, vous la voyez? Vous la voyez pas? Bon, ici, là, vous voyez qu'on est dans le sens antipéristaltique, et que pour l'avoir dans le sens péristaltique, il va falloir tourner le méso, et tourner le méso, c'est le raccourcir, et admettre qu'il va avoir une torsion. Et vous pouvez avoir une claudication de l'anse, et il faut bien regarder. Alors, on a souvent discuté de ça avec Hakim, qui en fait aussi, et on s'est bien dit que, ma foi, si vous avez quand vous positionnez votre anse, si elle est plus ou moins ischémique, vaut mieux la monter en antipéristaltique et laisser le montage tel quel, plutôt que d'essayer forcément de la mettre péristaltique et de se retrouver dans une situation où vous allez avoir une ischémie dense et des points de difficulté, après. Du côté gauche, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais évidemment, à l'évidence, vous êtes en transméso, donc vous allez passer l'anse sous le mésocolon sigmoïde, et vous aurez à mettre votre anse comme ça. Alors, ce que vous voyez aussi ici dans les petits trucs, c'est que vous avez une double J, mais on le redira tout à l'heure, et cette double J, si vous ne voulez pas qu'elle descende avec le péristatisme, il faut la fixer. Bon, moi, j'utilise des points qui sont transfixion dans la sonde de Vicryl rapide. Et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, ils sont résorbés et vous n'avez plus qu'à tirer sur votre sonde. Sur les grands principes, là encore, alors c'est peut-être... Tout à l'heure, je finirai en disant, je pense que c'est vraiment une intervention qu'il faut qu'on essaye de développer en chirurgie robotique. Alors pour le coup, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, grande incision médiane ou latérale, des troubles de reprise de transit, et je pense que là, pour le coup, mais une des difficultés qu'on a actuellement sur la chirurgie robotique et la chirurgie célioscopique dans ce cas-là, c'est qu'on est beaucoup moins précis, à mon sens, sur le choix de l'anse et on voit moins bien la vascularisation. Et donc là aussi, il faudra faire attention de faire aussi bien et de ne pas perdre en qualité de prélèvement. Bref, ne pas prendre une anse à l'aveugle et suivre le pédicule pour prendre une anse qui soit la plus mieux vascularisée possible. Alors après, la longueur de l'anse, la plus courte possible. Je dirais, sur l'urétérohélioplastie, on est toujours trop long. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à dire, oui, prenons...
mais ça fait la chaussette tout de suite dans la fosse lombaire. Et si vous avez une chaussette dans la fosse lombaire, elle n'est pas encore en charge. Quand elle va être en charge, vous allez avoir une dilatation et un truc qui va faire je ne sais combien de méandres et de contorsions. Donc il faut la faire le plus court possible. Et là, je vous montrerai ce qui me semble bien aussi pour ça, c'est qu'il y a un petit truc, c'est que si vous voulez faire le plus court possible, il ne faut pas faire une termino-vésicale, il faut faire une latéro-vésicale. Parce que la latéro-vésicale, elle vous permet de déplier le méso et de raccourcir l'anciléal au maximum. Alors après, sur la question d'anti-reflux, on pourra peut-être poser la question à Hakim, parce que c'est dans le service, c'est lui qui fait quelquefois des anti-reflux. Moi, à titre personnel, quand on les met en péristaltique, je pense que c'est pas utile. On n'a pas beaucoup plus d'infections urinaires, on n'a pas de choses horribles qui se passent. Par contre, les fois où j'ai tenté de faire un anti-reflux, ça n'a pas été toujours en succès. On a été obligé d'en dilater une ou deux. Bon, bref, disons que je ne suis pas un franc pourvoyeur de la technique avec l'anti-reflux et l'antisusception dense. Alors ensuite, sur les anastomoses, moi, ce que je recommande, c'est quand vous avez un urtère qui reste assez long et qu'il est relativement fin, alors vous avez forcément une incongruence, c'est de faire comme quand vous faites un briquet, c'est de mettre sur la face latérale, donc faire une latéroterminale avec l'urtère, alors que si vous êtes au bassinet, vous avez un bassinet large et une anse, à ce moment-là, vous faites une terminoterminale directe, en sachant que j'ai tendance à couper mon anse en biais pour que ça vienne bien sur le bassinet, et comme petit truc, si vous ne voulez pas être embêté dans l'anastomose, vous enlevez la muqueuse. Vous coupez toute la muqueuse pour ne laisser que la séreuse digestive, et vous faites une anastomose en haut, comme ça, qui est beaucoup plus facile, en sachant que quand c'est très en haut, comme ça, sur le bassinet, c'est profond, et que je vous conseille de faire un parachute ou faire un surjet endoluminal de la face postérieure, comme ça vous serez assez tranquille. Et puis, alors sur l'anastomose distale, j'ai essayé de dessiner les choses comme je l'ai pensé, mais vous voyez qu'ici, si je fais terminale, je me retrouve avec une longueur dense qui est beaucoup plus importante avec plein de plis là, alors que si vous faites en latéral, vous dépliez au maximum votre... Alors, ce qui vous impose très souvent, vous vous dites, finalement, j'ai pris trop long. J'ai pris trop long de tube digestif parce que vous allez en jeter encore 3 ou 4 cm d'en bas. Mais je pense qu'il vaut mieux avoir une anse qui est bien tendue comme ça jusqu'à la fosse iliaque, jusqu'à l'anastomose urinaire, plutôt que d'avoir une anse qui fait la chaussette comme à côté, parce que celle-là, elle va forcément se dilater. Et puis il y a un truc que j'ai pas mis parce que j'y pense tout de suite. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire des interpositions de segments entre deux urtères à peu près sains. Alors, en dehors du fait que c'est une transmission de pensée, j'allais dire, avec Xavier Martin et puis les précédents dans le service, qui avaient dit qu'ils l'avaient tenté et que ça marchait jamais. Donc moi, j'en ai jamais fait à titre personnel, mais dans le service, on ne met pas d'interposition entre un segment pelvien et un segment lombaire d'un tube digestif, parce que a priori, ça a plutôt mauvaise presse. Mais j'allais dire, c'est ce que je rapporte de l'expérience des maîtres qui nous ont transmis ces techniques. Mais à titre personnel, j'en ai pas vu d'autres. Et puis alors, juste dans les suites, moi je mets toujours du mucomis pour éviter de mettre les anastomoses en tension avec le mucus. On enlève la sonde Admer à 7 et puis l'ablation des JJ à 15 jours. Voilà, et donc au milieu, vous voyez une photo péropératoire d'une urétéroplastie chez un patient greffé rénal avec des photos des cystographies lors de l'ablation des sondes WJ. Donc j'ai le privilège de vous rapporter les résultats de la série lyonnaise. Merci Carla pour tout le travail que tu as pu faire. Probablement qu'on en a sûrement oublié des urétéroplasties non programmées, mais on a pu en retrouver 35, 25 hommes pour 14 femmes. Je devrais dire 14 femmes pour 21 hommes, de 54 ans en moyenne, avec 6 antécédents en radiothérapie, un suivi médian correct, mais sur une période de plus de 15 ans, c'est assez variable en termes de suivi. Les caractéristiques des malades, globalement, c'était des patients multi-opérés, soit pour des chirurgies digestives, gynécologiques ou urologiques. 6 patients qui avaient un antécédent de radiothérapie. Beaucoup avaient eu un traitement urologique avant l'urétéroloplastie, en moyenne 5 par patient. Il y a eu des essais de traitement endoscopique, des dilatations ballons, des incisions de sténose, des stents urétéraux, des réimplantations un peu dans tous les sens. Ils étaient quasiment tous, au moment de l'urétéroloplastie, drainés par une sonde WJ ou une sonde de néphrostomie.
une population assez hétérogène avec des patients qui avaient une fonction rénale normale et des patients, puisqu'on avait 11 patients transplantés du rein avec des patients qui avaient donc une fonction rénale altérée, et donc un temps moyen entre le premier problème urologique et la date de l'uréteroplastie de 9 ans en moyenne. Les problèmes étaient également très hétérogènes, avec une grande majorité de sténoses, des sténoses post-radiques, surtout des sténoses ischémiques après chirurgie digestive ou chirurgie même vasculaire ou chirurgie gynéco. Des causes finalement assez rares de fistules, il y a eu beaucoup après transplantation, des ruptures traumatiques et une avulsion de l'urtère, et donc des fistules de l'anastomose dans le cas des patients transplantés rénaux. 6 patients avaient un antécédent d'urétéroscopie pour un traitement d'un calcul, une rare malformation congénitale, et 3 patients avaient eu l'urétéroplastie pour une raison carcinologique. La longueur de sténose j'étais un peu étonné d'avoir une si petite taille de sténose, mais globalement ça s'explique par l'inclusion de patients dans cette étude des patients transplantés, avec beaucoup de sténose proximale, des sténoses distales, mais 7 sur 35 patients avaient des sténoses totales de l'urtère. Et l'indication de l'urétéroloplastie, c'était pour un drainage une prise en charge urologique mal tolérée, avec surtout des sondes double J mal tolérées, ou donc chez 18 patients, et où un échec ou une impossibilité de traitement urologique dans 11 patients, avec 3 patients traités pour des tumeurs. Le déroulé de la chirurgie, globalement, une hospitalisation moyenne de 16 jours, de 6 à 47 jours. 47, c'était un patient greffé qui a eu plein de complications. Une durée opératoire moyenne de 300 minutes et des pertes sanguines moyennes également d'environ 300 millilitres. Préférentiellement du côté gauche, mais il y a eu 3 urétéroplasties bilatérales, 11 patients greffés. Tous les patients étaient traités par laparotomie, donc un défect moyen de 4,5 cm. Le remplacement de l'urtère était quasiment total dans la majorité des cas, 29 pour 35 patients. La taille du greffon hilal prélevé était en moyenne de 18 cm. L'anastomose préférentielle proximale était une anastomose iléopiélique. Et l'anastomose d'aval, comme Lionel vous l'a dit, était préférentiellement une urétérovésicale, dans le sens isopéristaltique dans la grande majorité des cas. Parlons des complications. Les complications précoces évaluées à 1 mois étaient très nombreuses, 26 patients sur 35, mais finalement beaucoup de complications modérées de grade 1 ou 2, selon Clavien Dindo, et 5 patients avec des complications dites graves, avec 3 urinomes, des fistules d'anastomose du bas surtout, et 2 patients qui ont eu des séances d'épuration extra-rénale en réanimation. Il n'y a jamais eu de péritonite, ni de fistule urinaire, ni de transfusion, ni de complications gravissimes immédiates. Des complications tardives également. Alors il faut prendre en considération que c'est une population, notamment des patients transplantés rénaux qui ont une longueur entre le rein et la vessie qui est rapticie. Mais ce qui explique une partie des résultats et des complications tardives importantes, 15 pyélonéphrite, des patients qui restent douloureux chroniques, 9 patients qui ont déclaré avoir du mucus dans l'urine, un cas rapporté, même si on ne faisait pas une recherche systématique des troubles métaboliques, mais un patient a été hospitalisé pour une acidose hyperchlorémique, 4 patients ont eu des calculs, et les réinterventions étaient rares. En termes de résultats fonctionnels, sur un suivi moyen de 33 mois, globalement, si j'exagère un petit peu, tous les reins étaient préservés. 2 patients dans la population ont perdu leur rein, mais sur une dysfonction chronique du greffon. Il y a eu finalement une vraie complication de l'urétéroplastie, c'est une sténose ischémique de l'anse, chez un patient qui avait eu l'urétérohélioplastie à droite, qui a été repérée l'année dernière, ou cette année. La survie spécifique des patients était de 100%. 3 patients ont eu une nécessité de drainage à un moment pendant leur suivi, et globalement, la fonction rénale ou du greffon était préservée avec, même si c'est une petite série et qu'on ne peut pas comparer tous les patients entre eux, mais globalement, un semblant de stabilité presque parfaite de la fonction rénale.
Et à mon humble niveau, je voulais vous rappeler vraiment les points techniques que j'estimais et que j'estime toujours importants. C'est vraiment comme on a une majorité de jeunes urologues, parce que c'est globalement nous à qui on demande de faire la belle UPR dès le début. C'est globalement c'est d'éviter d'être dans ces situations-là, on est bien tous d'accord. C'est de bien caractériser le problème et donc de faire une belle opacification de la voie excrétrice. Et ensuite, pour progresser, il faut arriver à bien sélectionner ses patients. Il faut faire un bilan systématique avec s'assurer que le rein ou le greffon est bien fonctionnel. Donc, demander au néphrologue transplanteur de faire une biopsie du greffon, par exemple, de s'assurer que la fonction rénale est symétrique en scintille DMSA, s'assurer de la bonne fonction du greffon, de bien évaluer son patient et d'évaluer le bas appareil urinaire, puisque dans la grosse série du BGU, sur les 157 patients, ils ne faisaient un anti-reflux que chez les patients chez qui avait été réalisé au préalable une dérivation urinaire ou une néovessie orthotopique. Les précautions lors du choix et du prélèvement de l'anse digestive, là, Lionel vous en a parlé. Pour réduire le risque théorique métabolique, il faut bien évaluer son bas appareil, limiter le prélèvement et la longueur du segment idéal, et bien évaluer en préopératoire la fonction rénale, puisqu'on sait que la dégradation après urétéro-ileoplastie de fonction rénale survient chez les patients qui sont déjà fragiles et limite en termes de fonction rénale. Et ça, c'est plus des habitudes de service pour limiter la production de mucus, ne pas hésiter à faire des lavages vésicaux ou prescrire du mucomyste. Et en ouverture, je pense que ces indications sont probablement de plus en plus fréquentes. Il faut bien que je rende le topo intéressant, puisqu'on fait de plus en plus de radiothérapie, puisque l'uropathie malformative, globalement, c'est assez bien pris en charge, mais par contre, on fait de plus en plus d'urétéroscopie, et que le risque de sténose sévère après urétéroscopie, alors c'est très très mal évalué, mais globalement, ça part de 0,5 à 5%, et donc si vous faites un calcul assez rapide, vous verrez que ça fait beaucoup de sténose par an en France, et donc on peut un jour craindre qu'il y ait beaucoup plus de sténose après urétéroscopie et de nécessité de recours à des traitements. Et dans le cas de la transplantation rénale, il y a de plus en plus de greffons prélevés à partir de donneurs à critères élargis, et donc la vascularisation de l'urtère est de moins bonne qualité. Donc en conclusion, c'est une technique qui peut être indiquée qui est indiquée en cas de lésion urétérale longue avec un rein fonctionnel. C'est assez simple à comprendre. C'est une alternative, à mon sens, possible et réalisable en dernier recours quand on n'a plus de solution urologique. Et c'est une solution qui permet de préserver la fonction rénale, certes au prix d'une morbidité, mais qui peut être acceptable dans le contexte. Et comme Lionel également l'a dit, et comme c'est décrit dans certaines publications récentes, dans tous les domaines, mais notamment dans le domaine de la chirurgie urétérale, l'essor de la chirurgie robotique permettrait de diminuer cette morbidité précoce. J'en ai pas parlé, il y a eu un tiers de diléus fonctionnel, enfin il y a une vraie morbidité, une vraie douleur et une durée d'hospitalisation qui est relativement longue, et donc l'intérêt de cette chirurgie robotique permettrait de diminuer cette morbidité. Et je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Merci, Mélie. Nicolas ? Ouais. Juste une petite question. On commence à voir sortir un peu des papiers sur les greffons de muqueuse buccale dans les sténoses de l'urtère. Est-ce que, d'après toi, dans les indications qu'il y avait là, il y en aurait quelques-unes qui auraient pu en bénéficier ? Oui, ça explique que parce que théoriquement, facilement, pour qu'on comprenne facilement l'urétéroplastie pour des sténoses très longues, où on n'a pas d'autre solution de remplacement, il faut et ce qui est décrit dans tous les manuels, il faut préférer un remplacement avec du tissu urothélial. Dans notre série, effectivement, il y a, alors sans rentrer vraiment dans le détail, mais je pense qu'il y a quelques patients qui auraient pu bénéficier d'une tentative, en tout cas, de lambeaux de muqueuse buccale. Et j'en prends pour preuve que la grosse équipe, à ma connaissance, la grosse équipe qui en fait et qui promeut cette technique, c'est une équipe à New York, et ils ont fait, alors c'est des petites séries, mais la plus grande longueur de défect urétéral qu'ils ont utilisé, qu'ils ont eu à traiter, c'était 8 cm. Donc on peut imaginer
que ça peut, sur qu'une seule joue en plus, ils sont forts, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être utilisé et qui, bon, après, chez les patients greffés, c'était peut-être un peu compliqué, parce que, voilà, il faut vraiment évaluer, et d'où l'intérêt de la mise en évidence de cette sténose dès le début. Et les résultats sont d'ailleurs très bons sur l'urétéroplastie. Juste, je voyais qu'il y avait un problème sur la dilatation de l'anse choisie, des trucs comme ça. Je me disais, des fois, on fait des montis pour les vessies neurologiques. Est-ce que ça a déjà été tenté? Est-ce que c'est casse-gueule parce que c'est sténotique avec des fistules ou des trucs comme ça? J'ai vu effectivement des réparations avec des doubles, voire des. Alors, je savais même pas que ça existait, des triples montis. Voilà, je l'ai vu en lisant l'article des New-Yorkais sur l'urétéroplastie avec la greffe de muqueuse, où il disait que ça se faisait et qu'il promouvait cette technique pour éviter les complications de cette chirurgie digestive où il y avait ces montis qui étaient éventuellement réalisés. Après, c'est tellement simple de prélever juste une anse et de la descendre comme ça que. Après, ce qui fait la réussite, en quelque sorte aussi, c'est la simplicité du geste, parce que c'est pas très compliqué sur le plan conceptuel. Alors, ça peut être un peu plus compliqué dans le ventre style, dans ci, dans là, mais à chaque fois qu'on rajoute une valve, une anticisception dense, un machin, on se retrouve quand même dans un mode opératoire où on risque d'avoir plus de complications. Bon, après, c'est pas une démonstration, mais la dernière qu'on a fait, on lui a fait un double anti-reflux. Bon, on la reprend la semaine prochaine. Enfin, ça va être c'est un peu compliqué, quoi. Alors, sur les origines, clairement, alors c'est une façon de voir, mais dans les patients que je reçois maintenant, un, il y a les radiques, et deux, il y a les urétéroscopies souples. Et donc ça aussi, c'est peut-être un message, mais ça, Nadia, elle pourra peut-être en parler mieux que moi. Je pense qu'on a beaucoup de services ont abandonné la lithotripsie extracorporelle préférant faire plutôt d'urétéroscopie souple. Je pense qu'il va falloir faire un petit retour en arrière et repartir sur les vraies indications du URSS, quoi. Merci pour la présentation. La petite question, en fait, c'est plutôt sur la prise en charge globale des sténoses urétérales. Est-ce qu'il y a encore une place pour les endoprothèses urétérales de type allium ou plus du tout? Est-ce que vous en mettez encore? Alors, j'ai tenté. On avait eu Steve Doisy qui était venu à Lyon à l'Urofocus, alors je sais plus, c'était il y a 2 ou 3 ans, et qui avait fait une brillante revue sur les stents et les endoprothèses urétérales. Le gros message que j'en avais retenu, j'avais pas tout écouté, mais c'était vraiment une très belle présentation. Mais en fait, c'était simple, parce qu'en globalement, il disait qu'il fallait plus en mettre. Voilà. Gros, ouais. Alors c'est vrai qu'il y a une logique finalement dans les sujets d'Urofocus, c'est qu'on a évacué le sujet de l'endoprothèse urétérale il y a 2-3 ans, parce qu'effectivement on a tous repris, et c'est vrai qu'on est parti en disant il ne faut plus en mettre, sauf exception, parce que voilà, on ne peut pas faire autrement. On n'intègre plus l'endoprothèse urétérale dans le traitement de la sténose de l'urtère aujourd'hui, en tout cas chez nous là. Après, pour avoir un petit peu, c'était moins complet que la recherche de Steve Doisy, mais de rapporter le taux de réussite n'est pas négligeable non plus. On parle de taux de réussite de plus de 50%, donc c'est quelque chose qui en tout cas doit être évoqué, parce que les patients souvent se renseignent, etc. Et voilà. Souvent, en tout cas dans cette série, le stent, il y en a eu, je crois, 4 ou 5 qui ont eu des stents urétéraux. Souvent, on n'arrivait même pas à mettre de stent. Je suis le patient greffé, impossible, quoi. Ah oui, une question de Marc. Dans la littérature, peut-être des résultats sur le tissu engineering de l'urtère. Alors, tout récemment, parce que je suis un peu fainéant, je les ai pas revus, mais c'est marrant parce que les toutes premières les publications d'il y a 10-15 ans sur les urétéroilioplasties, alors sont pas très nombreuses, mais elles parlent déjà de l'intérêt du tissu engineering. Donc je sais que c'est quelque chose, au final, on en parle depuis 10, 15, 20 ans du tissu engineering, mais on n'en a toujours pas vu encore trop la couleur. Mais c'est très séduisant. Si maintenant tu peux acheter en Allemagne de la muqueuse buccale mise en culture, je crois que c'est 5 000 €, quelques centimètres, mais ça commence à sortir en commercialisation. Ça veut dire que quand même en termes de process, ils savent faire. Maintenant, c'est pas très solide, c'est très difficile à travailler, et ceux qui l'ont fait dans l'urètre trouvent que c'est pas encore parfait, mais il y a quand même quelque chose. Moi, je trouve qu'une des difficultés, c'est vraiment d'avoir la bonne longueur. Et dès que c'est un petit peu trop long ton anse, souvent ça se dilate.
Et je voulais savoir si vous, dans votre expérience, vous aviez eu ça, parce que moi j'ai souvenir d'un patient, probablement que l'anse prélevée avait été un peu trop longue, et ça donne une espèce d'anse qui se vidange pas bien. Comment vous avez géré ça? C'est ce que je disais, c'est qu'effectivement on a la même expérience et qu'au vu de ça, on a essayé de raccourcir au maximum. Et mon sentiment, c'est qu'on raccourcit au maximum quand sur la vessie, on fait une latéro-vésicale, c'est-à-dire qu'on fait une anse en creuset hockey, et qu'on tourne l'anse, on tend le méso, et du coup, là, ça prend la corde, et là, tu mets ton anse. Alors que si tu la mets au bout, comme ça, elle est forcément plus longue, beaucoup plus longue. Et donc, après, il faut admettre que... Et alors, du coup, si tu fais ça, tu ne peux pas faire d'anti-reflux, tu ne peux pas faire une anti-subsidence, et donc tu sacrifies à la longueur le reflux. Il y a un truc à choisir, quoi. Monsieur Michaud. J'ai une petite question sur les anastomoses urétéro-iléales en général, y compris sur les briquaires, et l'utilisation éventuelle de la fluorescence. On se pose la question en regardant que les chirurgiens digestifs commencent de plus en plus à faire de la fluorescence pour estimer la qualité des segments, vérifier qu'ils sont bien vascularisés. Et on s'est posé la question d'utiliser ça notamment peut-être pour la dissection des urtères et des urtères radiques. Je ne sais pas si vous en avez déjà. Bonne question. Tu me mets un coup derrière la tête là. Lionel m'a. Enfin bon, bref, on a cette idée-là depuis longtemps. Alors on n'est pas de loin, on n'est pas les premiers du tout. C'est très facile à utiliser en chirurgie robotique parce que tout est déjà prévu. Très belle photo sur la muqueuse buccale dans l'urtère, dans les publications new-yorkaises. Et on va se doter bientôt d'une colonne pour, de la technologie pour pouvoir faire en chirurgie ouverte de la fluorescence. Donc ça, oui, ça pourrait être une belle solution. Un bon outil pour s'assurer que tout est bien vascularisé. Ok, et merci Xavier. Alors, du coup, on va avancer dans le programme et on va passer au symposium Janssen sur les stratégies de prise en charge dans le cancer de prostate. Et c'est Jean-Luc qui va venir nous parler. Un grand merci. Alors, comment on enlève ce truc? Si tu me fais faire ça, c'est dangereux. Allez.